Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Astro, bienvenue aussi aux rencontres des observateurs solaires 2024 qui se tiennent à Sarrebonne à côté de Vichy. Aujourd'hui j'ai le plaisir de vous présenter une conférence donnée par Christian Viladrich. Vous savez que le 8 avril dernier avait lieu une éclipse totale de soleil aux États-Unis. Beaucoup d'astronomes amateurs de tous les pays du monde se sont rendus sur le nouveau continent pour pouvoir photographier cette éclipse, et parmi ces prises de vue se trouvent des trésors cachés absolument hallucinants, et notamment deux premières mondiales, des observations absolument impensable il y a encore quelques années, même chez les professionnels, et ce sont là carrément des amateurs qui ont réussi ces premières mondiales dans l'observation du soleil. Croyez-moi, ça vaut son pesant. La conférence de Christian Viladrich donc sur les photos des dernières éclipses, et en particulier celle de 8 avril 2024, c'est maintenant sur la chaîne Astro. Là, je vais vous parler de l'éclipse, la dernière éclipse, celle du 8 avril, plutôt en mettant l'accent sur la partie traitement d'image. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est quand même très technique, c'est plus vous donner un peu une idée du traitement d'image. Donc ça, c'est une première partie. Et puis une deuxième partie, je voudrais vous présenter des résultats qui sont vraiment extraordinaires. Cette éclipse, donc c'était une éclipse maximum solaire, donc le maximum solaire, c'est vachement intéressant. Et là, il y a eu deux premières mondiales qui ont été réalisées par un amateur qui s'appelle Nicolas Lefaudeux. On verra ce que c'est. Alors, c'est une première mondiale aussi bien professionnelle qu'amateur. C'est des observations vraiment extraordinaires. Donc, je vais d'abord vous présenter ce que j'ai fait moi plus modestement en traitement d'image, tout ça. Voilà. L'éclipse, la centralité. Dans la centralité, ça démarrait au Mexique. Mexique, c'était là où la météo devait être la meilleure. En fait, bon, c'était pas super top. Donc ça passait à Mazatlan. Nous, on était un petit peu plus au sud, là, quarantaine de kilomètres au sud de Mazatlan, parce que la prévision était vraiment mauvaise sur Mazatlan. On a essayé de chercher un peu du ciel bleu, plus au sud. Et puis, vous voyez, ça passait ensuite Dallas, États-Unis. Et en fait, il a fait super beau temps à Québec, alors que normalement, c'était le coin le plus pourri. Bon, voilà, les éclipses, c'est un peu ça, on ne sait jamais à l'avance qu'est-ce qui va se passer au niveau de météo, même si on se base sur les statistiques météo, les statistiques c'est une chose, et puis la météo, le temps qui fait, c'est autre chose, quoi. Donc on était, elle était vraiment très intéressante cette éclipse, parce que c'était maximum solaire, donc on a une couronne symétrique et très belle, on avait un soleil qui était à 70 degrés de hauteur, donc ça c'est très intéressant pour la turbulence. Et puis une durée donc, de 4 minutes 20 à Mazatlan. Nous on a eu 4 minutes 13 à Calcalotan, c'était bien, voilà. Malheureusement des cirrus, voilà. Des cirrus plus ou moins épais. En gros j'ai eu 20-30 secondes sur ces 4 minutes, 30 secondes qui sont vraiment utilisables. Mais malgré tout, avec les progrès de la technique, on va dire, on peut faire des choses avec ces 30 secondes. Donc ça c'est le matériel utilisé, alors pas tout à fait. Initialement, j'avais prévu... Hop, ça marche vite. Si. Voyez, ça, c'est une lunette ZWO, la 8600, donc assez basique. Un appareil photo, c'est le Nikon, le Z7. Alors, je ne sais plus combien ça fait, c'est 40 mégapixels, je crois, un truc comme ça. Donc, c'est pas mal du tout. Initialement, j'avais prévu un deuxième boîtier photo pour faire du grand champ avec un objectif de 135 mm, pour voir la couronne solaire le plus loin possible. Et puis, comme la météo n'était pas très engageante, j'ai pas pris ça. D'autant plus que j'étais en limite de poids. Le gros problème pour les éclipses maintenant, c'est le poids qu'on peut prendre à l'avion. 23 kg, c'est pas grand chose. Donc finalement, j'ai pris que cette partie-là, voilà. Et la monture, c'est une monture Ioptron, la 29 avec codeur optique, donc ça suit vraiment très bien. Moteur harmonique, il n'y a pas besoin de contrepoids, donc c'est vraiment un bon setup en termes de poids, et voilà, mais il fallait pas plus de poids, quoi. J'étais vraiment au kilo près. Que dire de plus? Oui, l'appareil photo, donc ça travaille en 14 bits, et c'est vraiment des vrais 14 bits. La mesure, ça donne 13,8 bits de dynamique, donc c'est vraiment énorme. Là, il y a vraiment, sans qu'il y ait à la fois les détails très lumineux et très sombres, donc ça c'est très important.
Il y a un obturateur électronique, ça veut dire qu'il n'y a pas de miroir qui remonte, qui font des méga mougés, donc ça c'est bien aussi. Il y a un truc qui est très intéressant, c'est le bracketing auto. Bracketing auto, ça veut dire que je passais 9 temps de pause de 1 250e à 1 seconde, un automatique. Voilà, j'appuyais sur mon bouton, tac tac tac, 9 images. Il faisait les 9 images en 3 secondes. Et puis, j'avais une petite télécommande sans fil qu'on devine ici. Donc ça veut dire qu'au début de la totalité, j'appuie sur le bouton. Je lui ai dit qu'il y avait 65 séquences de 9 images. Et puis ça marche tout seul, j'ai plus rien touché. Il fait tout seul. Donc ça évite d'avoir un PC qui plante éventuellement, qu'il faut alimenter, etc. Donc ça c'est bien. Et la mise au point. Alors la mise au point, d'habitude, moi je fais la mise au point au viseur. Mais là, ça pointait à 70 degrés. 70 degrés. Vous voyez, le trépied n'est pas très haut. Là, ça devient un peu difficile. Donc finalement, j'ai fait la mise au point avec l'écran. Et je m'étais fait faire des lunettes de vue qui permettent de voir très près. Parce que bon, on voit mieux, voilà. Et finalement, ça s'est bien passé. Alors, avec cette méthode-là, je suis bien arrivé à faire une mise au point très précise. Et l'échelle, c'est 1 seconde 5 d'arc par pixel. Voilà. Donc ça, c'est un bon petit setup pour les... J'ai pris aussi un chercheur, parce que je me suis dit, si jamais il y a un problème de plantage, de lunettes, de machin, etc., avec le chercheur, je pourrais centrer rapidement. Finalement, c'était pas utile, mais bon, il vaut mieux avoir un peu de sécurité. La lunette, c'est une lunette d'un prix raisonnable, d'une qualité raisonnable. C'est pas la super optique. L'autre choix possible, c'était de prendre, j'ai une Takahashi FSQ 106, alors, qui est nettement meilleur optiquement, mais qui fait 10 kg. 10 kg, ça passait pas dans l'avion. Voilà, c'était... Et ça, c'est un petit test de qualité optique. Donc, comment est-ce qu'on fait pour tester la qualité optique de ce genre d'instrument? Là, le but, c'était de s'assurer que sur le 24-36, voilà, c'était bon sur tout le champ. Donc, j'ai fait des photos de l'amas de percée. Donc, j'ai fait ça en hiver, je crois que c'était ça, hiver. Et voilà, on utilise un truc qui s'appelle CCD Inspecteur et qui permet de mesurer la largeur à mi-hauteur des étoiles. Et on s'aperçoit que le centre, c'est 2,7 pixels, ce qui est honorable. C'est pas extraordinaire, mais c'est honorable. Et puis sur les bords, 4 pixels, voilà. Donc ici, sur les bords, c'est 4 pixels de diamètre. C'est pas très gênant parce que la couronne solaire sur les bords, il n'y a pas tellement de détails. Et vers le centre, on a 3 pixels de diamètre. Donc voilà, c'est une qualité honorable avec un bon équilibre sur l'ensemble du champ. Donc c'est une bonne petite lunette. Mais qui avait un petit défaut à la base. Quand on fait des éclipses, le problème numéro 1, c'est la grande différence de luminosité entre la couronne interne et la couronne externe. Donc il peut y avoir des surprises. Les surprises, c'est des reflets. Et c'est toujours bon de tester les choses avant. Et un bon objet pour tester tout ça, c'est la Lune. Donc le bon test, c'est faire des photos de la Lune, la lumière cendrée. Donc là, vous voyez la lumière cendrée qui est massivement... bon, c'est très exposé, bien sûr. Et qu'est-ce que j'ai vu? Horreur et damnation. Un méga reflet. De chien reflet. Donc là, premier choix possible, renvoyer la lunette et essayer de trouver autre chose, pas trop cher. Bon, ça va, c'est pas évident. Et puis finalement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis un diaphragme de 75 mm. Donc je diaphragme juste les 5 derniers millimètres extérieurs de la lentille. Et tout à coup, miracle, c'est impeccable. Donc là, on se dit, les mecs de ZWO, ils ont raté un truc. Soit ils ont oublié de mettre de la peinture sur les bords de la lunette, soit c'est des diaphragmes qui sont mal calculés, voilà. Mais bon, l'essentiel, c'est de résoudre le problème. Et ça, il y a des gens qui se sont fait avoir parce qu'ils n'avaient pas testé avant. Donc vraiment, dans tout ce qui est Eclipse, il faut tester avant la manip pour voir si ça marche. Donc ça, c'était un premier truc. La lunette est intéressante aussi parce que il y a une mise au point qui est assez bien faite. Il y a un focuseur là qui est assez rigide. On peut le faire tourner, donc pour le champ, ça c'est bien.
L'idée là, c'était orienter l'appareil photo est-ouest. On verra pourquoi, c'est plus facile après pour traiter des images. Et puis il y a voilà, la mise au point est démultipliée. Un tour, ça fait 3 mm. Donc du coup, alors vous voyez, il y a des petites dents, enfin c'est pas des dents, mais si je fais juste une espèce de petite graduation, ça fait 5 centièmes de millimètre. Donc je peux être précis à 5 centièmes de millimètre. Et la tolérance de mise au point, quand on est à f8, c'est 7 centièmes de millimètre. Donc je suis bien. Voilà, je peux faire une mise au point très précise grâce à ça. Et vous voyez, je me suis fait un petit vernier. J'ai mis un petit bout de scotch ici, un petit bout de scotch là. Donc comme ça, je sais où est ma mise au point. Et quand je bouge, je vois qu'est-ce qui se passe. Et là, je m'aperçois très bien qu'au cours de l'éclipse, la température refroidit, le tube, tac, il se contracte. Et je voyais très bien que la mise au point changeait à cause de la dilatation, contraction. Et là, en gros, voilà, j'ai perdu 0,38 mm sur la mise au point. Donc ça, c'est un truc très important. Si jamais vous faites des photos d'éclipse, avec un instrument, bon, déjà un peu gros, si on peut dire, il faut penser au fait que la mise au point va changer au cours de l'éclipse. Si vous faites la mise au point en début d'éclipse, c'est sûr que à la totalité, la mise au point est plus bonne. C'est vraiment très important. Ouais, mais c'est impressionnant parce que c'est une masse quand même, donc l'inertie n'est pas suffisante pour... Exactement. Donc une option, ça pourrait être d'entourer le truc pour l'isoler. J'avais essayé ça il y a quelques temps, ça ne marchait pas forcément super bien. Donc le mieux, c'est vraiment de vérifier la mise au point en permanence. Et en gros, j'ai terminé la mise au point 5 minutes avant l'éclipse, enfin avant la totalité. Voilà. La mise au point, elle était automatique ou elle était manuelle? Manuel, voilà. Manuel en vérifiant sur l'écran. Donc ça aussi, c'est un truc, il faut s'entraîner avant, voilà. Il faut s'entraîner avant, sur la Lune, ça va très bien. Et la bonne nouvelle aussi, c'est que, on verra sur les images de l'éclipse, on voit des étoiles. Donc je peux mesurer la largeur à mi-hauteur de ces étoiles-là, et je remesure 2,8 pixels, qui est effectivement ce que peut donner la lunette. Ça veut dire que ma mise au point était bonne, effectivement. Donc cette petite lunette est pas mal, intéressante. Dans les images maintenant. Les images, la dynamique de luminosité de la couronne solaire est énorme. C'est vraiment énorme, c'est peut-être l'objet où il y a le plus de dynamique. Donc ça veut dire qu'il faut faire des temps de pause différents. Donc là vous voyez, je fais 9 temps de pause différents. Je pars de 1/250e de seconde. Finalement, c'est bon pour les protubérances. Et puis, je vais jusqu'à 1 seconde de temps de pause. Et ça, je détecte la lumière cendrée. Donc, on fait des séries comme ça de 65 cycles de 9 images. J'ai obtenu 585 images de la totalité. Donc, 585 images de la totalité. On sent bien qu'à la main, ça va être un peu dur pour traiter ça. À l'époque, moi, ma première éclipse, c'était en 91. C'était l'argentique à l'époque. J'avais fait 36 poses. Et voilà, 36 poses. En plus, il n'y avait pas de traitement numérique, hein, donc ça se fait, il n'y a pas de problème. Hein. Avec Photoshop, si on a 10 images, bon, ben on fait Photoshop avec 10 images, 20, voilà. Mais là, 500 images, il faut trouver une autre solution. Donc il y a l'idée de développer un logiciel ou des morceaux de logiciel pour automatiser certaines parties du traitement. Alors, le but de tout ça, c'est quoi? C'est d'arriver à mixer finalement ces différents temps de pause. Voilà. On verra, on appelle ça une image HDR, on fait une image HDR. Donc ça, c'est une étape. Et l'autre étape, c'est, voilà, on a une image où on a tout additionné. C'est comment on fait pour passer de là à ce là. Comment on fait pour faire apparaître les détails, sachant que les détails, ils sont très très peu contrastés. Moi, j'ai regardé l'éclipse aux jumelles. Et aux jumelles, j'arrivais à détecter visuellement des petites boucles. Mais c'est très très peu contrasté. C'est transparent, c'est nébuleux. Les protubérances sont évidentes et bien brillantes et magnifiques, mais les détails dans la couronne sont très très faibles. Donc question, comment est-ce qu'on fait pour sortir ces détails?
Excusez-moi. Oui. Avant ça, c'est une carte qui est intégrée dans l'appareil photo. Ouais. Ça veut dire qu'il faut quand même un appareil photo qui galope vite Voilà. dans le buffer pour pouvoir... Voilà. Parce que là, en 4 minutes, il y a 585 photos, Oui, ça va vite. plus l'intermédiaire entre l'acquisition. Ouais. Là, ça va très vite, donc ça fait 9 images en 3 secondes. Ah ouais, ouais. Voilà, ça va très vite, c'est des cartes rapides, effectivement. Et il faut que la carte soit bien sûr suffisamment grande, parce que si on arrive à la fin. Et puis, bon. Et la batterie. Et la batterie. Donc finalement, la batterie, ça allait très bien, parce que la batterie utilisée pour l'écran, hein, il n'y a pas eu de problème de batterie, et puis la carte aussi, ça allait. Donc ça, tout ça, ça peut se tester avant. Donc avant, il faut répéter, et il faut répéter aussi la position. Donc le soleil passe le méridien. Donc quand on passe le méridien, avec les montures modernes, elles ont envie de faire un basculement au méridien, elles ont envie de... Ouais, alors elles s'arrêtent. Donc là, il faut bien tester le truc avant pour faire la configuration qui va bien, pour pas être embêté. Et pas être embêté aussi pour qu'une fois qu'on a passé le méridien, l'appareil photo touche, etc. Donc il y a toute une préparation pour vérifier que tout marche bien. Le traitement. Le principe, il est simple, la mise en œuvre est moins simple. Première étape, donc on a vu ces 500 images, il faut les recentrer. Voilà. La Lune bouge par rapport au Soleil, c'est le principe de l'éclipse. Le but, c'est recentrer toutes les images sur la couronne solaire. Voilà. Donc première étape, c'est recentrage des images, on verra comment on fait. Une fois qu'on a recentré les images, on va les additionner les unes aux autres de façon entre guillemets intelligente pour faire ce qu'on appelle une image HDR. HDR, ça veut dire High Dynamic Range, donc une image où il y a toute la dynamique. Donc basiquement, on passe d'une image 14 bits à une image qui fait 32 bits. Voilà, on a tout, des protubérances, juste la lumière cendrée, on a tout. Voilà. Et puis après, une fois qu'on va avoir cette image où il y a toute la dynamique, le problème, ça va être de masquer cet effet radial. La couronne solaire est plus lumineuse vers le centre que sur les bords. Il faudra trouver une méthode pour masquer le gradient radial et mettre en évidence les détails. Donc ça, il n'y a pas 36 000 personnes qui, au monde, savent faire ça proprement. Jusqu'à, on va dire, il y a 5 ans, 6 ans, il y avait Miroslav Drukmüller, je ne sais pas si vous avez entendu parler de lui, qui est tchèque, qui était la référence en traitement d'image d'Eclipse. Il travaille avec sa fille qui a passé une thèse là-dessus, et voilà, il travaille avec les pros, et c'est vraiment eux qui faisaient les trucs les plus extraordinaires. Ensuite, il y a eu Nicolas Lefaudeux en France, à partir de 2017, qui a développé son logiciel, qui a fait des choses vraiment extraordinaires aussi. Et puis en prévision de cette éclipse, il y a eu une espèce de petit groupe qui s'est formé sur Cloudy Night, le forum, où on a commencé à échanger sur mais c'est quoi les algos, qu'est-ce qu'on peut faire, les pros, qu'est-ce qu'ils ont fait. On s'est penché sur la thèse de Drukmüller pour la lire, essayer de comprendre, etc. Et voilà, des gens, donc il y a François Aiello qui est un Français qui est installé aux États-Unis. Il y a Colin Lake qui est un Australien, Jonathan qui est un Anglais, enfin un Américain, Valentin qui est un Allemand. Donc tout ça, ça a phosphoré pour essayer de développer du logiciel. On a échangé, chacun est parti après sur sa piste. Et l'idée de base, enfin l'objectif final, ça aurait été c'est de faire un truc open source qui serait disponible à tout le monde. Bon, ça, il y a encore beaucoup de développement, c'est pas sûr qu'on y arrive. Et voilà, disons, ce que je vais vous présenter, c'est le résultat un peu de ce mélange de ces débats, ces réflexions, mais c'est pas forcément les solutions qui ont été choisies par chacun. Donc, première étape, recentrage des images. Il y a 2 méthodes principales qu'on peut utiliser. C'est d'abord se servir du disque lunaire. Donc c'est voilà, il y a un rond finalement. En termes d'informatique, quand on est en rond, on est capable de détecter son centre. Voilà, ça s'appelle transformer Doug.
Et une fois qu'on a le centre du disque lunaire, avec les éphémérides, on sait comment se déplace la Lune par rapport au Soleil. Donc voilà, on peut faire des trucs comme ça. Donc ça, c'était l'idée initiale sur laquelle j'étais parti. Problème, il y avait des nuages. Donc ça veut dire que les bords de mon disque lunaire, au lieu d'être bien homogènes, d'un côté c'est plus brillant, l'autre côté c'est moins brillant. Du coup, ma détection de centre ne marche pas, voilà, donc je laisse tomber. Deuxième approche, donc c'est ce que j'ai fait, c'est une approche un peu plus bestiale, si on peut dire, pénible. C'est tout simplement mesurer la position des étoiles. Donc là, vous avez une image ici. C'est une image posée 1 seconde et on peut voir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 étoiles. 8 même d'ailleurs. Alors, quand il n'y a pas du tout de nuage, celle-là, il n'y a qu'une image où il n'y a pas du tout de nuage. On peut faire, pour les gens qui connaissent, du plate solving. Donc ça veut dire qu'on demande au logiciel de trouver les étoiles, il les trouve. Donc à partir de là, on est content, on peut recentrer, machin, etc. Le problème, c'est que ça marchait juste sur une image. Donc ce que j'ai fait, c'est un truc semi-manuel avec un logiciel qui s'appelle Astroa. Je pointe sur une étoile et puis lui me donne la position. Voilà. Donc je me suis tapé ça sur 200 images. Bon, c'est un peu manuel, voilà, j'écoute de la musique en même temps, etc. Donc à partir de là, une fois que j'ai la position des étoiles, je peux prendre en compte il y a un déplacement entre les étoiles et le Soleil, puisque voilà, le Soleil, etc. Donc on prend en compte sur la base des éphémérides et on peut recentrer toutes les images par rapport au Soleil. Donc ça c'est l'étape un peu pénible. Et la chose qui était bien, c'est que même sur la pause de 1/125e seconde, je voyais l'étoile. Donc j'ai pu mesurer assez facilement voilà, les étoiles. Donc le recentrage, c'est plus un truc un peu voilà, long à faire, mais qui est précis au bout du compte. Le recentrage, il est précis à 0,2 pixels à peu près. Une fois qu'on a recentré, on peut additionner les images. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le stack HDR. On peut additionner les images, mais c'est pas si simple qu'une simple addition. Parce que sur les images, il y a des parties qui sont surexposées, qui sont cramées, et des parties qui sont sous-exposées. Donc c'est clair que quand on veut faire l'addition, on veut garder les bonnes parties, les parties qui sont correctement exposées. Donc là, dans Photoshop, on ferait des masques. Et là, en informatique, on va utiliser des fonctions de pondération. Bon, on pourra discuter en aparté si vous voulez. Donc l'idée, c'est de passer d'une image comme ça, qui est l'image de base, à une image comme ça, où finalement, on garde juste la partie correctement exposée, et les parties surexposées ou sous-exposées, on les vire avec ce qu'on appelle une fonction de pondération. Voilà, je ne vais pas trop rentrer dans ce genre de truc. C'est assez classique dans les logiciels de HDR. On utilise des fonctions en triangle, en ce qu'on veut, etc. Bon, peu importe. Et normalement, quand on fait ce genre de choses, on prend en compte aussi le fait que le capteur, il n'est pas forcément linéaire. Ça veut dire si je pose 2 fois plus longtemps, j'ai pas forcément 2 fois plus de signal. Donc ça peut être assez rapidement compliqué. Et là, la bonne nouvelle, c'est que le capteur du Z7 est linéaire, donc ça, j'étais sauvé là-dessus. Donc voilà, il y a un petit logiciel qui est finalement pas si compliqué que ça, qui permet donc d'isoler dans chaque image les parties qui sont bien exposées, supprimer les parties saturées, supprimer les parties sous-exposées, et on arrive à l'image HDR où il n'y a vraiment que de l'information et toute l'information. Donc on part d'une image, en fait, d'images qui sont en 14 bits, on termine avec une image en 32 bits. Et cette image en 32 bits, forcément la dynamique est extraordinaire. Là c'est la même image, donc 32 bits, selon les seuils que je mets pour visualiser. Mais sur cette image, j'ai à la fois les Pro Tubes et à la fois
des extensions voilà, très lointaines et plus la lumière centrée. La dynamique est fabuleuse. Et si vous voyez, si je trace, là j'ai tracé une coupe photométrique, voilà, j'ai coupé comme ça, et vous voyez l'intensité, au plus bas c'est 1000, au plus haut c'est 3 millions, pour vous donner un peu l'idée de la gamme des intensités. Donc la dynamique est vraiment extraordinaire, et l'étape suivante, ça va être à partir de cette image, mais comment on fait pour montrer les détails, voilà, comment on fait pour lisser la dynamique, comment on fait pour à la fois diminuer cette différence entre les niveaux min et les max, mais conserver les détails. Alors, il y a différentes méthodes, je ne vais pas trop rentrer là-dedans, mais une piste qu'on avait avec les autres collègues, c'est un algorithme qui a été développé par Druckmüller. Voilà, je vous donne son petit nom, là, FNRGF, etc. C'est un truc qui est vraiment sioux. Donc la fille de Druckmüller a fait une thèse là-dessus. C'est vraiment très très sioux pour montrer les détails de la couronne solaire. Et il se trouve que l'algorithme, il a été implémenté en Python. Python, c'est un logiciel, voilà. Et ce logiciel est disponible dans une bibliothèque qui s'appelle, voilà, SunPy, etc. C'est une bibliothèque de logiciels qui sont utilisés pour traiter les images prises par des satellites solaires, SDO, etc. Voilà. Il y a toute une communauté pro qui ont développé des logiciels, et en particulier, ils ont redéveloppé ce machin-là. Donc initialement, c'était dit, on va utiliser l'algo de Druckmüller, ça va être super génial, et on va être les rois du pétrole, parce qu'on va faire aussi bien que lui. Et pas de bol, le truc marchait pas bien, enfin, pour diverses raisons, etc. Donc on s'est retrouvé le bec dans l'eau. Donc au bout du bout, moi j'ai fait un truc assez simple. Alors juste pour vous donner une idée, c'est quoi le principe? Alors c'est un peu le principe du flat. Bon, vous savez que le flat, finalement, on fait une image de flat, et puis l'image traitée, c'est l'image divisée par le flat. Voilà, c'est ça le principe du flat. Ça va corriger un vignetage, par exemple. Là, c'est un peu ce principe-là. Donc, je prends mon image HDR, je la divise par un truc, et ce truc, en fait, c'est l'image HDR que je floute. Je la floute, je la rends floue en appliquant ce qu'on appelle un filtre gaussien. Donc, je prends l'image HDR, je la divise par un truc qui est flouté, tout simplement, et c'est ça qui est mon résultat, et on verra que ça marche très bien. Alors, je simplifie un truc, bon voilà, c'est un peu plus compliqué que ça, mais le principe c'est ça. L'image HDR divisée par cette même image floutée. Et voilà ce que ça donne. Donc ça, on retrouve les protubérances qu'on voyait sur l'image de Thierry. Ça, c'est les deux petites étoiles, il y a plein d'étoiles. Alors normalement, je peux faire un zoom, si tout va bien. On va voir si ça marche. Tac. Voilà. Donc vous voyez, on voit les structures. Là, il y a un petit bloc très intéressant, on le verra après sur l'animation. C'est une qualité, en fait. C'est une qualité, donc ça veut dire qu'il y a une densité plus faible qu'ailleurs. Et cette cavité, en fait, elle est en train de tomber en direction du Soleil. Ça, on verra sur l'animation. Donc vous voyez toutes les boucles qu'il y a autour du Soleil, enfin autour de, voilà, les boucles, etc. Et on voit les traits longés, on voit des étoiles. Voilà. La magnitude limite, c'est 11,2. Magnitude limite 11,2 en 20 secondes de pause, finalement. Donc vous voyez tout ce qu'on peut voir. On voit à la fois les structures qui sont proches du limbe et à la fois les structures qui sont très éloignées. Voilà, les étoiles aussi, tout ça. Avec un traitement, alors j'allais dire un traitement relativement simple. Bon, il faut développer le logiciel, mais il n'y a pas de, voilà, pour les gens qui codent, c'est pas de l'informatique super évoluée, quoi. Donc ça,
Ça, c'est un premier résultat, et je dois avoir une autre version quelque part. On va voir. Excusez-moi. Ça Oui. correspond à quoi la couleur rosée qu'on a vue en gros plan là? La boîte de nuit éclairée là sur le. Alors, attends, je remets ça. Là, ici, c'est la Protus, là. Ah, ça, hein. Il y avait que celle-là. Alors, ça, c'est la protubérance. Voilà, il y avait celle-là aussi. D'accord. Il y avait celle-là. Ah, ok. Celle-là aussi. Et alors, de l'autre côté, il y en avait aussi de l'autre côté. Mais là, on est à la fin de l'éclipse. Donc, celle qui était de l'autre côté est masquée par la Lune. Voilà. Donc on voit toute une série de boucles partout. Donc ça, c'est un traitement assez agressif, je dirais, qui est destiné à montrer vraiment l'ensemble des détails depuis la basse couronne finalement sur le plus loin possible. Et puis j'ai un autre traitement qui est plus réaliste, si on peut faire réaliste. C'est pas du tout réaliste parce que quand on voit à l'œil nu, on voit pas tous ces détails, etc. On voit juste léger. Donc qui est un peu plus raisonnable, on va dire, en termes d'esthétique. Et là, on voit la lumière cendrée, puisque ben voilà, c'est la nouvelle lune, donc la lumière est réfléchie par la Terre, et donc on voit les cratères lunaires, les mers, etc. Donc là, pardon. Voilà. Tac. Et on retrouve toutes ces structures-là. Donc il y a pas mal de monde là. Ouais, toutes les boucles. Donc ça, c'est toutes les boucles suivent le champ magnétique. Donc il y a des boucles de champ magnétique qui sont repliées, qui reviennent vers le Soleil. Et puis des boucles de champ magnétique qui sont ouvertes vers le système planétaire, enfin vers l'espace interplanétaire, si on peut dire. Voilà, ça c'est des boucles ouvertes qui ne reviennent pas sur le Soleil. Et puis les étoiles, vous voyez, qui sont là. Et alors le truc marrant, c'est l'animation. Alors je vais essayer de faire ça. Voilà. Donc ça, deux images, il y a 3 minutes d'intervalle, donc plutôt au début de l'éclipse, pas tout à fait au début parce qu'il y avait des nuages, et puis plutôt vers la fin de l'éclipse. Comme il y a des nuages qui passent, mais au début on ne voit pas la Lune, à la fin on la voit. Et puis vous allez voir, je vais zoomer un peu. On va voir déjà le blob. Le blob, lui, il descend vers le Soleil. En fait, il y a un mouvement général. Si on regarde ici, alors on va regarder plutôt par ici. Voilà, regardez ici par exemple, on a des jets qui eux s'éloignent du Soleil. Voilà, et par contre cette partie sombre tombe vers le Soleil. Donc à l'espace de 3 minutes. À l'espace de 3 minutes, on voit des choses qui bougent. Et puis là aussi, on a toute une série de condensations sombres. Et si vous regardez bien, on s'aperçoit que ces condensations, elles vont vers le Soleil. Donc ça, c'est des trucs assez remarquables qu'on peut faire maintenant avec les appareils photo modernes qui sont tellement sensibles qu'on peut mettre en évidence des évolutions dans la couronne solaire en l'espace de 3 minutes. Bon, il y a d'autres trucs aussi, par là. Il y a des boucles qui changent. Je ne sais plus où c'était par là. Voilà, il y a des choses qui changent. Donc ça, c'était assez sympa à voir. Et puis, là, on va quitter un peu les choses que j'ai faites. Je vais vous faire voir 2 types de résultats par 2 équipes. Donc ça, c'est l'équipe de 2023. C'est une équipe de 2 amateurs. Donc c'est l'Australie. C'est l'Australie. Ils étaient à la maison, donc voilà, il y a du matos. Vous voyez un peu le matos. Il y avait tout ça. Donc 4 lunettes.
il y a 2 ordinateurs, il y a un paquet d'appareils photo. Et effectivement, les résultats sont complètement extraordinaires. C'était ce qu'il y a de mieux au monde, quoi, même un professionnel confondu, hein, aussi. Je vais essayer de zoomer là-dessus. Regardez la finesse, les détails. Voilà, ça c'est complètement extraordinaire en résolution. La structure fine. C'est extraordinaire parce que c'est encore plus exceptionnel que Concorde lorsqu'en 73. Ouais. C'est encore plus fabuleux. Ah oui, là c'est complètement extraordinaire ce qu'ils ont fait là. Là le traitement, tout. Vous voyez, ça c'est typique ça, une protubérance et puis une cavité. Vous voyez les boucles de champ, donc ça c'est une cavité en fait qui se forme autour de la boucle de la protubérance. Voilà, là c'est monstrueux, c'est vraiment... c'est ce qui s'est fait de mieux. Jusqu'à 2023. Ah oui, c'est pas la même. Ouais, c'est pas la même. Et puis là, pour terminer, je vais vous faire voir ce qu'a fait Nicolas Lefaudeux sur l'éclipse, celle-ci, 2024. Donc avec 2 premières mondiales. Donc Nicolas, je crois qu'il était vers Dallas, il était aux États-Unis. Donc il avait plusieurs instruments, pas des trucs énormes. Ça, c'est je crois que c'est un 190 mm Mac Newton, il me semble, qu'il a optimisé, vraiment optimisé. Et c'est la première détection de la mésosphère solaire. La mésosphère solaire, c'est quoi? Vous avez la photosphère, vous avez la chromosphère, et à la limite entre la photosphère et la chromosphère, la partie vraiment tout à fait basse de la chromosphère, c'est ce qu'on appelle la mésosphère. C'est un truc qui avait été plus ou moins anticipé en spectro, on se disait il y a des choses qui se passent, voilà. Ça n'a jamais été observé, et si tout va bien, si j'ai le lien, voilà, ça c'est son site, vous pouvez aller voir les images sur le site. Le truc c'est ça, regardez ici, voilà. Pourquoi je n'appuie pas sur le bon? C'est ça, voilà. Regardez, donc là, le rouge c'est la chromosphère, normal. Les points très brillants, c'est ce qu'on appelle les grains de Belley. Et vous voyez peut-être une nuance de bleu. La partie basse est bleutée. C'est pas du tout d'aberration chromatique, c'est pas de, je sais pas, la dispersion atmosphérique, c'est effectivement la partie tout à fait basse de la chromosphère qui est bleue. C'est bleu parce que, alors je crois que c'est du titane, l'oxyde de titane, je sais plus trop quoi. Enfin, ça discute beaucoup sur ce que c'est actuellement. Et ça, c'est la première fois au monde où on met en évidence cette partie bleue, la mésosphère. Et là, c'est l'animation, voilà, du contact, et hop, au dernier moment, on voit la mésosphère. Et le secret, si on peut dire de ça, regardez le temps de pause, c'est pas une erreur, 1/32 millième de seconde. Comme c'est juste la partie qui est à peine au-dessus de la photosphère, c'est extrêmement brillant. Dans les photos classiques, c'est complètement surexposé, on voit pas. Et là, le truc, c'était de poser très très court. Et du coup, là, voilà, de façon non ambiguë, on voit le bleu. Vous verrez sur son site, voilà, c'est vraiment une observation complètement magnifique. Et puis, la deuxième observation complètement magnifique, donc ça, c'est le fameux blob. Vous voyez le blob qui est par là, en fait, hein, et qui redescend. Voilà. C'est le fameux blob, et surtout, il y a ça. Alors, on va prendre plutôt celui-là. La première détection des ondes coronales. Donc, vous savez, il y a cette fameuse question du réchauffement de la couronne solaire, avec les ondes alpha, les vibrations, les machins, etc. Et ça, c'est la première fois au monde où on détecte, vous voyez, ça fait vraiment... Alors, c'est pas des artefacts, hein, c'est du réel, etc. Vous voyez ce système d'ondes qui, finalement, s'éloigne du Soleil. Voilà, ça, c'est des ondes coronales. Première fois au monde où on détecte les ondes coronales en visuel. Auparavant, c'était fait en spectro. Il y a une autre image ici. Vous voyez, là aussi, donc on voit d'une part des mouvements grande échelle de la couronne,
Et je ne sais pas si vous voyez, il y a des espèces d'ondes aussi qui se déplacent. Donc c'est vraiment une observation complètement exceptionnelle. Donc première fois au monde, aussi bien amateur que professionnel, où c'est détecté. Nicolas Lefaudeux a fait ça en 2004. Donc là, au niveau traitement, il y a vraiment un énorme boulot. C'est vraiment un gros travail avec des trucs très pointus, etc. Donc cette éclipse, finalement, c'est une espèce de tournant entre des évolutions techniques, des appareils photo de plus en plus performants, des optiques qui sont... Il n'y a pas de rupture au niveau des optiques, mais c'est surtout les appareils photo où il y a vraiment des gros progrès. Et puis aussi des gros progrès au niveau informatique qui permettent d'arriver à ce genre d'observation extraordinaire. C'est l'appareil photo là qui travaille au 1,32 millième. Oui, c'est le Z8. Alors là, c'est pas posé 1,32 millième parce que c'est la couronne, donc c'est posé, je sais pas, une seconde ou des choses comme ça. Hein. C'est le même appareil photo. C'est le Z8, voilà, c'est ça. Et là, il y a juste en traitement, pas le développement du code. En traitement, il y a 5 jours de traitement, enfin le PC tourne pendant 5 jours pour c'est vraiment c'est quelque chose. Voilà, c'est ça que je voulais vous faire voir. Je pense que c'est là aussi, vous voyez l'expansion, les mouvements. Tout ça, il y a 3 ans, 4 ans, c'était complètement impossible de détecter ça dans l'espace de 3 minutes. Voilà, c'est exceptionnel, quoi. Voilà. Voilà, je voulais vous montrer ça. Merci, Christian.